Alors, on peut commencer. Oui. Donc, bonjour, chers étudiants. Saharam Dalkom. Donc, je sais que tout le monde est fatigué, mais on doit faire ce cours. Donc, ça sera rapide, Inch'Allah, ça ne va pas dépasser 1 heure. Donc, chers étudiants, donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en médecine, qui est l'anatomie des seins. Donc, comme vous le savez tous et toutes, que le sein est bien plus qu'un simple organe cutané. Il s'agit d'une structure glandulaire et adipeuse qui a une importance capitale aussi bien sur le plan fonctionnel que sur le plan esthétique. Donc, aussi, ce sein, il est le symbole de la féminité. Il est le siège de la lactation et représente un élément clé, comme on a déjà dit, dans la féminité. Donc, comprendre son anatomie est essentiel pour de nombreuses disciplines médicales, aussi bien pour la chirurgie plastique, la gynécologie, l'oncologie et aussi la radiologie. Nous allons donc explorer en détail son développement, sa structure, sa vascularisation, son innervation et ses rapports anatomiques, afin de vous permettre d'acquérir les connaissances indispensables à votre future pratique médicale. Donc, on va commencer par le développement et l'histologie du sein. C'est des rappels, hein? Donc, embryologie du sein. Le développement mammaire, il débute très tôt, dès la 6e semaine de la vie embryonnaire. À partir de la crête mammaire, une ligne ectodermique s'étend à l'aisselle. À la région inguinale se forme le bourgeon mammaire. Au fil du temps, celui-ci subit une différenciation complexe menant à la formation des lobules et des canaux galactophores qui composent la glande mammaire. Donc là, c'est un schéma qui nous montre le développement et l'évolution embryologique de la glande mammaire. Donc, ce développement va se continuer en postnatal avec des variations hormonales. Donc, le sein évolue tout au long de la vie sous l'influence des hormones. À la puberté, on a les œstrogènes qui stimulent son développement et lui confèrent sa forme adulte. Pendant la grossesse, la progestérone et la prolactine entraînent une prolifération glandulaire, préparant ainsi la lactation. À la ménopause, la glande mammaire devient involue progressivement et se remplace en grande partie par du tissu adipeux. Je tiens à attirer votre attention que le sein ou bien la glande mammaire, donc c'est pas un viscère. Donc c'est une continuité ou une annexe de la peau. Parlons maintenant de sa structure histologique.
Donc, le sein est constitué de lobules glandulaires entourés d'un tissu adipeux plus ou moins abondant, les canaux galactophores qui drainent le lait vers le mamelon. L'ensemble de cette structure varie en fonction des influences hormonales et de l'âge de la patiente. Donc, le sein va évoluer au fur et à mesure que la femme prend de l'âge. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est l'anatomie descriptive du sein. Donc, localisation et limites anatomiques. Donc, le sein est situé sur la face antérieure du thorax, entre la deuxième et la sixième côte. Il s'étend du sternum jusqu'à la ligne axillaire moyenne, recouvrant ainsi une partie des muscles pectoraux. La morphologie externe. Donc, la morphologie externe du sein, comme on l'a déjà dit, qu'elle est variée selon l'âge, la génétique et la variation hormonale. Donc, on distingue deux structures essentielles qui sont le mamelon, qui est une saillie centrale contenant les ouvertures des canaux galactophores, et aussi l'aréole, qui est une zone pigmentée entourant le mamelon où se situent les glandes sébacées de Montgomery. Pour l'anatomie interne, le sein est composé de trois éléments principaux. La glande mammaire proprement dite, qui comprend 15 à 20 lobes sécrétant le lait, les canaux galactophores qui acheminent le lait vers le mamelon, le tissu adipeux qui joue un rôle à la fois esthétique et protecteur. Il joue un rôle dans la protection de la glande mammaire. Donc, voilà un schéma qui résume tous les titres qu'on a déjà vus jusqu'à là. Passons maintenant à l'anatomie vasculaire et lymphatique du sein. Donc, comme vous le savez, le sein possède une vascularisation artérielle. Donc, l'irrigation sanguine du sein provient de trois sources principales. On a l'artère thoracique interne qui prend naissance ou bien issue de l'artère subclaviculaire, l'artère thoracique latérale qui est issue de l'artère axillaire, l'artère intercostale qui est branche de l'aorte thoracique. Voilà une photo qui nous montre les différentes artères et leur naissance. Pour le drainage veineux, les veines thoraciques internes et latérales, ainsi que les veines intercostales, assurent le retour veineux du sein vers le cœur. Donc, on a trois réseaux. On a la veine thoracique interne, la veine thoracique latérale et la veine intercostale. Le système lymphatique et le drainage ganglionnaire. Donc, le sein possède un drainage lymphatique essentiel, impliqué notamment dans la dissémination du cancer du sein. Ce drainage se fait principalement vers les ganglions axillaires, principaux relais lymphatiques du sein, les ganglions mammaires internes et subclaviculaires qui peuvent être atteints en cas de pathologie mammaire maligne. Donc, la lymphatique du sein, elle est essentielle à connaître pour comprendre le cheminement des métastases lors du cancer du sein.
L'innervation du sein. Donc, comme toute partie du corps humain, le sein aussi possède une innervation sensitive, une innervation moteur. Donc, l'innervation sensitive donc, du sein est assurée par les branches des nerfs intercostaux, en particulier le quatrième nerf intercostal qui innerve le mamelon. Pour l'innervation moteur et autonome, elle est autonome, le sein comporte aussi une innervation autonome qui contrôle la contraction des muscles lisses présents dans l'aréole et dans le mamelon. Les rapports anatomiques. Donc, le sein possède des rapports avec la paroi thoracique. Donc, le sein est séparé des muscles intercostaux par un espace qui est appelé le fascia intermammaire, facilitant sa mobilité. Par rapport aux muscles pectoraux, le muscle grand pectoral constitue la principale support du sein, c'est la charpente du sein. Le muscle petit pectoral joue un rôle dans le drainage lymphatique. Le sein possède aussi des rapports avec la peau et l'environnement cutané qui sont solidement fixés à la peau grâce aux ligaments de Cooper qui assurent son maintien et son élasticité. Est-ce que tout est clair jusqu'à là? Monsieur, vous avez dit la fascia intermammaire. Alors, c'est écrit rétromammaire. Est-ce que c'est le même? Intermammaire, c'est la même nomination que rétromammaire. D'accord, merci monsieur. D'accord. Jadis, la nomination ancienne, c'était rétromammaire. Mais maintenant, on parle de intermammaire. C'est la nouvelle nomination. D'accord, merci monsieur. D'accord. Je vous en prie. Monsieur, une question. Oui. J'ai pas compris comment le muscle petit pectoral fait le drainage lymphatique. Donc, le sein, on a la glande mammaire et on a aussi le prolongement axillaire. D'accord? Une partie qui s'appelle le prolongement axillaire. C'est l'anatomie de l'aisselle. Donc, le petit pectoral, il va relier le sein avec l'aisselle. C'est le prolongement axillaire. Donc, par ce muscle, où il est hypervascularisé, il y aura une propagation. D'accord? Donc, il va relier le sein avec le prolongement axillaire. D'accord, oui. Donc, concernant les variations anatomiques et les aspects cliniques, donc comme on a dit que le sein va changer de morphologie avec l'âge. Donc, les variations physiologiques. Donc, à la puberté, le sein augmente de volume sous l'influence hormonale, c'est l'imprégnation hormonale. Pendant la grossesse, il subit une hypertrophie glandulaire, augmentation de l'imprégnation hormonale. À la ménopause, il subit une involution progressive. Donc, la glande mammaire, elle va diminuer de son volume. Donc, les variations qui sont liées à la pathologie mammaire courante. Donc, les seins peuvent être le siège de pathologies bénignes comme les fibroadénomes et les kystes, mais aussi de pathologies malignes, notamment le cancer du sein. Donc, connaître son anatomie du sein, elle est importante pour l'examen clinique. Donc, l'examen clinique du sein repose sur une inspection, une palpation. Une inspection, c'est-à-dire, on voit le sein, c'est avec l'œil. Une palpation systématique, complétée si besoin par des examens complémentaires radiologiques comme la mammographie et l'échographie mammaire. Donc, on arrive à la fin de ce cours. Nous avons vu aujourd'hui une anatomie complète du sein, de son développement embryologique, à ses rapports anatomiques et vasculaires. La connaissance précise de cette structure est indispensable, que ce soit pour les dépistages des pathologies mammaires, la planification chirurgicale
ou encore la prise en charge des affections oncologiques. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre cet organe essentiel. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances car la maîtrise de l'anatomie est la clé d'une pratique médicale rigoureuse et efficace. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. S'il vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer le développement embryonnaire? Le développement embryonnaire. Attendez, Oui. je retourne vers développement embryonnaire. Donc, le développement embryonnaire du sein. Donc, on a dit que le développement mammaire, il débute tôt, très tôt. Donc, une fois l'embryon a 6 semaines de gestation, c'est-à-dire 6 semaines de grossesse de la vie embryonnaire, donc on a les crêtes mammaires. Donc, ce sont des formations embryonnaires. C'est à partir de là que les seins vont naître. Une ligne ectodermique, donc comme vous le savez, on a l'ectoderme et l'endoderme. Donc la formation du sein va se débuter à partir de l'ectoderme. Se forme un bourgeon mammaire. Donc à l'ectoderme, il va se former un bourgeon mammaire. Au fil du temps, ce bourgeon va subir une différenciation complexe, c'est-à-dire des déformations, menant à la formation des lobules et des canaux. On a dit que l'histologie du sein, le sein est composé par des lobules et des canaux. Les lobules, c'est la formation où il y a formation du lait, et les canaux, ce qui vont véhiculer ce lait vers le mamelon. Donc, au début, on n'a pas de sein. On n'a que des lobules et des canaux. C'est des structures histologiques, galactophoriques, qui composent la glande mammaire. Ensuite, on a parlé d'un développement postnatal qui va évoluer tout au long de la vie sous l'influence des hormones. Donc, on aura une variation. À la puberté, les œstrogènes vont stimuler le développement et lui confèrent la forme adulte. Donc, jusqu'à 14 ans, la jeune fille n'a pas des seins bien évolués. Donc, il n'y a pas de différence entre homme et fille. Donc, à partir de la puberté, il y aura une imprégnation hormonale qui va conférer au sein sa forme. Pendant la grossesse, on a dit que le sein va augmenter de volume. Et ça, il est dû à l'augmentation de la progestérone et de la prolactine. À la ménopause, le sein va se rétrécir, il va se poser. On a des seins qui sont tombants. Et ça est dû à... qui se remplace par une glande partie du tissu adipeux. Ça devient un tissu qui est graisseux. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, l'important pour l'anatomie du sein, c'est de connaître les lymphatiques, la structure globale du sein et les variations. C'est tout. Sinon, et aussi la vascularisation. Donc, je vais transmettre le cours à Dr Inès. D'accord? Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire avec les variations? C'est quelles variations? C'est les variations au cours de l'âge, la puberté, la grossesse et la ménopause. D'accord, oui, d'accord. C'est bon? Monsieur, vous pouvez expliquer le drainage lymphatique? D'accord.
Donc, pour le drainage lymphatique, on a dit que le sein possède un drainage lymphatique essentiel qui est important pour l'étude du cancer, la dissémination du cancer du sein. D'accord. Donc, les ganglions principaux se situent au niveau axillaire. Et on a aussi une autre chaîne. Au niveau axillaire, on a 3 étages. On a ce qu'on appelle les étages de Berg. Les étages de Berg numéro 1, l'étage de Berg numéro 2 et l'étage de Berg numéro 3 qui ne dépend pas du sein. C'est les ganglions qui drainent le bras. Donc, il faut exclure du sein l'étage de Berg numéro 3. Donc, on a 2 chaînes. Les étages de Berg, ce sont eux les ganglions axillaires. On a aussi la glande mammaire elle-même, elle possède un drainage lymphatique. C'est les ganglions mammaires. Et on a aussi les ganglions subclaviculaires, ce qu'on appelle le ganglion de Troisier. Est-ce que c'est maintenant ou non? Vous connaissez? Non. Le ganglion de quoi? De Troisier, subclaviculaire. Non. Donc, le ganglion de Troisier, qui connaît un ganglion de Troisier, quand vous palpez une adénopathie susclaviculaire, d'accord? Il va nous signer qu'il y a une métastase digestive. C'est-à-dire que le cancer, MCHA, il a donné des métastases digestives. Donc, le ganglion de Troisier signe une métastase digestive. La palpation de ganglion axillaire, le premier cancer qu'il faut suspecter, c'est un cancer du sein. Alors. Monsieur. Oui. Je suis rentré 15 minutes après, donc je suis rentré 15 minutes après un problème de connexion. Je ne sais pas si vous pouvez répéter tout le cours puisqu'ils disent qu'il est petit. S'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon. Attendez. Donc, on va refaire dès le départ. Merci, monsieur. Donc, comme je vous ai dit que le sein n'est pas un vrai organe, c'est un prolongement de la peau. Donc, qui dit sein, il dit peau. C'est une continuité de la peau. Il joue un rôle essentiel dans la lactation. Donc, c'est une machine qui fabrique le lait et c'est un symbole essentiel de la féminité. Donc, son anatomie, elle est essentielle à connaître. Pourquoi? Pour principalement pouvoir détecter les cancers du sein, qui est la pathologie numéro 1 chez la femme, et aussi intervenir chirurgicalement, car le traitement du cancer du sein, il est purement chirurgical, et aussi pouvoir interpréter la radiologie, qui est la mammographie et l'échographie mammaire. Donc, le développement histologie du sein. Donc, on va commencer par l'embryologie du sein. Donc, le développement de l'embryologie du sein, on a dit que le développement mammaire, il débute aussitôt pendant la période gestationnaire, c'est-à-dire par la 6e semaine de la vie embryonnaire. Ce développement va commencer à partir des crêtes mammaires, où il va se former une ligne ectodermique qui va... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pardon. Est-ce que vous pouvez indiquer cette partie de l'embryologie sur le schéma que vous avez fait sur le cours en même temps? C'est mieux. Merci. Ouais. Donc, on a dit qu'il va se former à partir des crêtes mammaires.
La crête mammaire, elle va se former à partir du l'ectoderme vers la 6e semaine embryonnaire. Donc, cela va former un bourgeon primaire. Au fil de développement embryonnaire, ce bourgeon primaire va se transformer en bourgeon secondaire et qui va pénétrer dans le mésoderme. Donc, on a dit que l'ectoderme et le mésoderme, c'est les deux couches embryonnaires. Est-ce que vous avez fait déjà l'histologie ou pas? L'embryologie. Pas encore. Il y a tous l'embryologie en première année. Oui, on a fait un embryologie. Oui, il y a deux couches, l'ectoderme et l'endoderme. Oui. Et donc, le sein, il se forme à partir de l'ectoderme. D'accord. L'ectoderme, il va se diviser. Il va former en premier lieu l'aisselle et la partie inguinale. Donc là, on parle d'un embryon, pas de bébé, d'accord? C'est pas un bébé bien formé, c'est un embryon. Les endos, juste les aisselles et la partie inguinale. Donc, la ligne ectodermique, elle va s'étendre pour former les selles d'Ikonaliha. On va se forme un bourgeon mammaire, le bourgeon mammaire primaire et le bourgeon mammaire secondaire. Au fil du temps, celui-ci subit une différenciation, c'est-à-dire une qissamette khalawiya complexe, menant à la formation de lobules et de canaux. Les lobules et les canaux, les deux ensemble, ils vont former par la suite une glande mammaire. Donc là, on est à l'échelle cellulaire, pas à l'échelle organique. Oui, comme ça, c'est mieux. Merci. Je vous en prie. Donc, postnatal, ça veut dire après la naissance. D'accord? À la puberté, sous l'influence des hormones œstrogènes, c'est les hormones féminines, la glande mammaire va se développer et prendre la forme adulte, une forme de poire. Pendant la grossesse, une fois la femme est enceinte, il y aura aussi une autre modification de la glande mammaire. Elle va prendre du volume par l'imprégnation de la progestérone et là, il y aura une formation de la prolactine, la formation du lait. À la ménopause, la glande mammaire va s'atrophier. Atrophie, c'est-à-dire elle va diminuer de volume car les hormones, il y aura un épuisement hormonal de la femme. Monsieur. Oui. Avant la naissance, est-ce qu'il y aura le même développement chez la femme et chez l'homme? Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, avec l'ectoderme, il forme le canal inguinal et l'axillaire. Donc, au stade de bourgeon primaire, je te dis bourgeon primaire. Vous êtes là? Donc, il n'y a pas de différenciation, on ne peut pas différencier entre garçons et filles. Une fois le bourgeon secondaire formé, c'est-à-dire il va migrer vers la région inguinale, il y aura une différenciation entre filles et garçons. Donc, au début, tous les embryons, c'est des garçons. C'est plus clair? Oui, monsieur, merci. Donc là, on parle de l'histologie. Donc le sein, comme on a dit, il est principalement composé par des lobules et des canaux. Donc les lobules, c'est l'usine qui fabrique le lait et les canaux galactovoriques, c'est le transport du lait vers le mamelon. Le mamelon, c'est forme d'une tétine qui va faire sortir le lait. La structure histologique, elle varie selon l'âge, qui m'apprend la ménopause, la puberté, la grossesse et la ménopause. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas généralement le cancer de sein, il est fréquent chez la femme adulte. Mais le gawash chez la femme jeune, il est rare parce que le sein, il n'est pas aussi développé. Chez la femme adulte, le sein, il est développé, donc le cancer du sein, il compte bizarre. Chez la vieille, le cancer du sein, il n'est pas fréquent, même s'il est présent, il n'est pas agressif. Car le sein, qu'on a de la femme, de la vieille,
il est une forme graisseuse, c'est de la graisse. Donc le cancer, il ne va pas se nourrir. Il n'y a pas qu'à choisir, il va choisir. Donc, anatomie et limites anatomiques, les localisations et limites anatomiques. Donc, le sein, il est situé sur la face antérieure du thorax, entre la 2e et la 6e côte. Il s'étend du sternum, le sternum le cou, jusqu'à la ligne axillaire moyenne, recouvrant ainsi une partie des muscles pectoraux. Donc, on a la charpente. Donc, le sein, on a les muscles pectoraux. Donc, c'est le sein qui va recouvrir ces muscles pectoraux. Donc, muscles pectoraux, on a par la suite, on a les poumons, les côtes et donc, on a voyé la clavicule et le sternum في الوسط. On a les muscles pectoraux et pour les muscles pectoraux, on a les seins. Donc, là, c'est une vue de l'extérieur vers l'intérieur. La morphologie externe. Donc, comme on a déjà dit, que le sein présente une forme variable selon l'âge, la génétique et la variation hormonale. Donc, la génétique, c'est différence entre homme et femme. Donc, le mamelon, qui est une saillie centrale, qui contient des ouvertures, c'est des ouvertures, c'est des papilles et des canaux galactophores. L'aréole, c'est la partie qui entoure le mamelon, c'est la partie pigmentée où se situent les glandes sébacées de Montgomery. C'est un nom propre. Monsieur, c'est quoi le rôle de ces glandes-là? Donc, les glandes sébacées, c'est pour les glandes sébacées, c'est sur zite. Donc, c'est pour nourrir l'aréole. Donc, l'aréole n'a aucun rôle ni fonctionnel, elle a un rôle esthétique. D'accord? Elle n'a pas de rôle fonctionnel. C'est le mamelon qui a un rôle fonctionnel qui va acheminer, qui va écraser le lait des lobules vers le nourrisson ou le bébé. D'accord? C'est comme l'aréole, c'est comme donc un soutien pour le mamelon. C'est comme un soutien. C'est une charpente, c'est une chaise du mamelon. Les glandes sébacées pour la nourriture pour la nourriture. Donc, on a un tissu, donc c'est un tissu. C'est une peau, c'est un tissu, donc il faut la nourrir, sinon elle va se nécroser. Nécroser, c'est même elle va se noircir, elle va mourir. Donc il y a quelque chose qui va la nourrir. Donc c'est ces glandes sébacées qui vont nourrir aussi le mamelon que l'aréole. Ok, merci. L'anatomie interne, donc ce qu'il y a dedans dans le sein est composé de 3 éléments principaux. C'est la glande mammaire elle-même, les canaux galactophores et le tissu adipeux. Le tissu adipeux a des chahma nourricière. Donc, même quand on fait une mastectomie en cas de cancer de sein, il faut toujours préserver un peu de tissu adipeux pour permettre à la peau de se nourrir. Sinon, on aura des nécroses. L'anatomie vasculaire et lymphatique. On a l'irrigation sanguine du sein provient de 3 sources principales, sont l'artère thoracique interne qui prend naissance de l'artère subclaviculaire, donc de la clavicule, l'artère thoracique latérale qui prend naissance de l'artère axillaire, l'artère intercostale qui prend naissance de l'aorte thoracique. Donc, l'artère thoracique supérieure, l'artère axillaire et l'artère scapulaire ou sous-claviculaire. Le drainage veineux, donc les veines thoraciques internes et latérales, ainsi que les veines intercostales, assurent le retour veineux du sein vers le cœur.
Donc, le sanguin provient du cœur. Donc, c'est la machine. C'est la pompe de sang. Donc, le système veineux du sein, il assure que le retour. Il n'a aucun rôle. Donc, en cas de mastectomie, on peut ne pas préserver ces veines. Le système lymphatique, le sein possède un drainage lymphatique essentiel, impliqué notamment dans la dissémination du cancer du sein. Donc, le drainage lymphatique, c'est lui le responsable d'une dissémination du cancer. Les ganglions axillaires principaux qui font un relais lymphatique du sein, donc les ganglions axillaires, les étages de Berg 1 et 2. Les ganglions mammaires internes et subclaviculaires qui peuvent être atteints en cas de pathologie mammaire maligne. L'innervation du sein. Monsieur, Oui. c'est quoi la relation entre le drainage lymphatique et le cancer? Le drainage lymphatique et le cancer. Donc, un cancer qui est local. Donc, il se localise au niveau soit un lobulaire, soit un canalaire. On a deux types de cancer du sein. Qu'on appelle le sein, il est formé par des lobules et des canaux. D'accord? D'accord? Allô? Oui, monsieur. Donc, on aura par ce fait deux types de cancer du sein. Soit un cancer lobulaire, soit un cancer canalaire. Donc, le cancer qui est le sein, les ailleurs. Il va donner des métastases. Donc, le cancer du sein a une particularité, c'est un cancer qui est lymphophile, c'est-à-dire il chiffre les canaux lymphatiques, mais il chiffre le sang. Mais il a une dissémination systémique. Systémique, c'est-à-dire le sang. Donc, il doit passer par les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, il existe 3 étages. On a 2 étages. Le premier étage et le deuxième étage de Berg. Il concerne le sein. Donc, on a dans un stade localement. Qui connaît un cancer, c'est un cancer local. Une fois il joue les étages de Berg numéro 3, c'est les ganglions qui drainent le bras. Donc, il y aura passage systémique. Donc, jazz, il a dépassé le sein, il relève ailleurs. Donc, le rôle lymphatique, c'est de véhiculer le cancer du sein. Sinon, le rôle lymphatique en dehors du cancer du sein, c'est le retour veineux. Le retour veineux, s'il n'y a pas de retour veineux, il y aura je te déjà un cancer, les femmes qui ont un cancer du sein, elles auront un gros bras, un œdème au niveau du bras. Je te déjà ou jamais? Non. Non, jamais. Donc, des fois, quand on opère un cancer du sein, on fait un curage axillaire. Les adénopathies axillaires. Il ne faut pas toucher aux adénopathies du bras. C'est les étages de Berg numéro 3. Des fois, des chirurgiens, ils ont l'étage de Berg de 1, ils ont l'étage de Berg 2, ils ont l'étage de Berg numéro 3. Donc, il n'y aura pas un retour veineux, un retour lymphatique. Et le retour lymphatique, il y aura une formation d'un gros bras. Il te frôle le bras. C'est un œdème des bras. Donc, monsieur, dans quel stade? Donc, pour le sein, le sein, il y a 2. L'étage de Berg 1 et l'étage Berg 2. L'étage Berg de 3 ne dépend pas du curage. Oui, non. Donc, monsieur, dans quel stade on peut dire que ce cancer va se propager dans le sang? Le 3e? Le 3e, oui. D'accord. D'accord. Donc, en chirurgie plastique, on a évolué les techniques. Mais on a le curage. On a ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. Donc, on injecte un produit au niveau du sein, un produit coloré bleu, d'accord? On bat le sein, bien sûr. On a le creux axillaire. On n'enlève pas tous les ganglions. On a le premier ganglion qui sera coloré en bleu. D'accord? Avec le ganglion, l'anatomie pathologique, s'il est atteint, c'est le cancer, on oublie le cancer, on a les étages de Berg. S'il n'est pas atteint, on laisse tout en place. فهمتوا شويه؟
Oui, c'est plus clair. Merci. Hein? Oui. Donc, Monsieur, oui. vous avez parlé aussi du métastase de l'intestin. Dans l'étage. Oui. Oui, l'intestin, l'intestin. Le ganglion de troisième. Digestif, métastase Le digestive. ganglion de traduit, donc c'est un ganglion susclaviculaire. D'accord? Avec le ganglion susclaviculaire, qui quand on palpe, normalement quand on palpe la partie susclaviculaire, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas de boule, on palpe rien. D'accord? Si on palpe une adénopathie et on a un cancer du sein, on oublie le cancer du sein, il est métastatique, il n'est plus local, à d'autres organes. Et généralement, le ganglion de Troisier susclaviculaire, il signe une métastase digestive. Donc, il faut rechercher une métastase au niveau du foie, de l'estomac, au niveau du côlon, tout ce qui est digestif. D'accord? Donc, ganglion de Troisier, il y a une atteinte digestive. C'est bon? Monsieur, Oui. un kyste peut devenir un cancer. Un kyste. Donc, il y a plusieurs types de kystes. Donc, un kyste, généralement, le kyste, avec la ménopause, il disparaissent. Donc, un kyste ne devient pas un cancer. Néanmoins, il faut les surveiller. D'accord? Donc, tout ce qui est douloureux, donc généralement les kystes, au moment du cycle menstruel de la femme, ils sont douloureux. C'est ça ou pas? Oui. Donc, tout ce qui est douloureux, généralement, c'est pas un cancer, c'est pas malin. D'accord, merci, donc, monsieur. Les kystes ne peuvent pas devenir un cancer. D'accord, merci, monsieur. Ça. Alors, oui, l'innervation du sein, qu'on appelle comme toute partie du corps, le sein a une innervation sensitive, une innervation moteur qui permet la mobilité du sein. Donc, la mobilité, comme vous le savez, la mobilité du sein, elle n'est pas spontanée. Donc, les nerfs sensitifs, l'innervation sensitive du sein, elle est assurée par les branches des nerfs intercostaux, en particulier le 4e nerf intercostal. Donc, on a 15 paires de nerfs. Donc, le 4e nerf, c'est lui qui assure l'innervation sensitive du sein. Les nerfs moteurs, le sein comporte aussi une innervation autonome, c'est-à-dire mustaqilla, elle dépend du sein, qui contrôle la contraction des muscles lisses présents dans l'aréole et le mamelon. Les rapports anatomiques. Donc, pour les rapports anatomiques, donc, rapport avec la paroi, donc c'est une partie, il y a un bel complet de sein géphilothorax. Donc, c'est une partie de la thoracique. Donc, le sein est séparé des muscles intercostaux par un espace appelé le fascia rétromammaire, facilitant la mobilité. On a le fascia rétromammaire. Le fascia rétromammaire ou la intermammaire. C'est la même chose, d'accord? Les rapports avec les muscles pectoraux, les muscles grand pectoral constituent la principale support du sein, c'est la charpente. Le muscle petit pectoral, c'est un pont qui relie le sein au creux axillaire. Les rapports avec la peau, le sein est solidement fixé à la peau par les ligaments de Cooper. Par les ligaments de Cooper. Les variations qu'on a, l'âge physiologique, c'est des êtres humains normaux, qui maintenant, donc à la puberté, il y aura augmentation du volume mammaire, c'est-à-dire par l'imprégnation hormonale. À la grossesse, cette augmentation, elle va devenir une hypertrophie. Les seins vont augmenter de volume. À la ménopause, les seins, ils sont rétrécis et diminuent de volume, une forme graisseuse. Les pathologies mammaires, on peut trouver une mastopathie bénigne, comme les fibroadénomes, qui ne peuvent pas devenir un cancer du sein. Et les kystes aussi ne deviennent jamais un cancer du sein. Les pathologies mammaires, c'est le cancer du sein. Les malformations, une polymastie, il existe
on a au moment du développement embryonnaire, un ectoderme qui se divise. Des fois, il y a plusieurs ectodermes qui se dévient. On va avoir des polymasties. Il y a des femmes qui ont 3 seins ou bien 2 seins. Une athélie. Une athélie, c'est absence de mamelon. Ou bien une inversion du mamelon. Qu'un des jeunes femmes qui ont le mamelon qui est inversé. C'est une rétraction du mamelon. Est-ce qu'il y a une question, Hana? Donc, est-ce que cette femme peut allaiter le bébé? Non. Non. Est-ce que c'est un problème des canaux galactophoriques, d'accord? Des fois, avec le mamelon chez des femmes, il y d'accord? Donc, elle peut allaiter, mais c'est une malformation des canaux galactophores. Donc, on intervient chirurgicalement, dans les canaux galactophoriques, mais quand les canaux galactophoriques, il n'y aura pas de lait. Donc, la femme qui possède une inversion du mamelon, elle ne peut pas allaiter par la suite. Si on intervient chirurgicalement, si on n'intervient pas, elle peut allaiter. D'accord. Monsieur, une poulet mastie, c'est plusieurs mamelons, c'est ça? Plusieurs. C'est comme les animaux, il y a plusieurs mamelons. D'accord? Des fois, on retrouve chez des femmes, il y a un Monsieur, le danger d'avoir un cancer à la ménopause augmente ou diminue? Diminue. D'accord, merci. Donc la femme n'est pas en activité génitale, le cancer, mais il dit je fais haja mita le cancer, il dit je fais haja hayya, il n'a rien à foutre de haja mita. À cause de son aspect graisseux, c'est ça? C'est un aspect graisseux et le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant. Les hormones, donc la femme ménopausée n'a pas les hormones. Et il dit d'accord? Mais il y a des cas, rarement, il dit c'est des vieilles, mais il n'est pas méchant. Plus la femme, elle est jeune, plus le cancer, il est agressif. Femme-toi, Oui. Voilà l'extrême qui a demandé de refaire le cours. C'est moi. Alors, femme-tu des questions? Ça va. يا صح إلا ما فهمتوش حاجة قولوا لي D'accord. Oui. Est-ce qu'on peut détecter un cancer du sein par l'aspect de celle lui-même, son aspect externe? Oui, à la palpation, on palpe une masse. Donc, avec le sein, il est molle, il n'est pas ferme. Il est molle. Oui. Et qu'on a un cancer du sein, on palpe, il faut palper tout le sein. Quelle place avec il y a une boule sur le hajra? D'accord? Oui. On a suspecté un cancer du sein. Ou là, on bad, le cancer du sein, on aura une forme d'eczéma au niveau du sein. Et là, il faut suspecter. La peau, elle est atteinte. Ou là, la femme qui a un mamelon qui est normal, le mamelon, il va s'invaginer, il troll. C'est une forme, il faut suspecter un cancer du sein. Une femme qui n'allait pas, ou le mamelon, ici, du lait ou du cul, là, il faut suspecter un cancer du sein. D'accord? Monsieur, Oui. pourquoi le cancer de sein est fréquent? Pourquoi il est fréquent? Donc, on rattachait plus ça à des causes génétiques. On rattache ça maintenant à l'hygiène de vie, le stress, tout ça, ça augmente les cancers. Le cancer du sein, il est fréquent parce que, comme le cancer du sein, il est dans une région qui est fonctionnelle. Le sein de la femme, c'est une région qui est fonctionnelle. Donc, c'est une région qui est importante avec les seins et les ovaires. Donc, c'est pour ça qu'il est fréquent. Et ne pas oublier que le cancer du sein existe aussi chez l'homme, mais à une faible proportion. Il représente 1% des cancers. Monsieur, une question. Merci.
Est-ce que c'est vrai que les produits cosmétiques comme les déodorants et tout ils font une progression pour le cancer? Qui va progression ou ils font apparaître le cancer ou la progression du cancer? Parfois, ils disent qu'il y a une progression pour le cancer et parfois une apparition. Je veux dire les deux. Bon. Une apparition, donc, un bel comme les produits chimiques, c'est des produits chimiques, les déodorants. Donc, les déodorants, des déodorants qui ne sont pas conformes, donc on va faire des brûlures chimiques au niveau de la peau. On a appelé le sein, c'est une partie de la peau. Donc, avec la brûlure, donc, il va mettre une cicatrisation derrière. Toute cicatrice peut développer un cancer du sein. Donc, ces produits peuvent développer un cancer du sein. La progression du cancer du sein, mais qu'est-ce que je mets? D'accord. Pas tous les produits. Donc, ils peuvent développer. Il n'y a pas d'études claires. Ils peuvent développer un cancer du sein, mais ce qui est sûr, la progression du cancer du sein, mais cache. Monsieur, vous avez parlé de hygiène de vie. Vous voulez dire l'alimentation? L'alimentation, aussi le stress. Donc, maintenant, on voit au service. Mais en service, on voit beaucoup de femmes médecins qui possèdent des cancers du sein. Donc, il faut faire une étude sur ça. Pourquoi? C'est le travail, peut-être c'est l'égard, peut-être... Monsieur, c'est quel type d'alimentation qui peut induire un cancer du sein? Mais c'est quel type d'alimentation? C'est sucré raffiné, c'est ça? Oui. Riche en glucides, elle peut induire un cancer du sein. En sucre. Tandis qu'une alimentation riche en protéines. Donc, on dit que le cancer du sein, c'est une maladie des riches, pas des maladies des pauvres. Hein? D'autres questions? Juste des solutions, bien des, je sais pas, des préventions. Des préventions. Donc, les préventions, donc, la femme doit faire des dépistages. Donc, une femme, sa mère a un cancer à l'âge de 35 ans. D'accord? D'accord. La fille, elle doit se surveiller car probablement, pas sûrement, probablement à l'âge de 35 ans, au même âge de sa mère, elle va faire le même cancer. Donc, il faut faire des autopalpations, c'est-à-dire palper régulièrement le sein au moment de la douche. À partir de 40 ans, faire des mammographies systématiques chaque 2 ans. C'est des mammographies de dépistage. Donc, on prend généralement, la femme, elle va faire le cancer du sein au même âge que sa mère a fait. Monsieur, donc vous avez dit que si on palpe et on va remarquer qu'il y a des boules mais qui ne sont pas douloureuses. Donc, dans ce cas, il y a des probabilités qu'il y a le cancer. Mais si elle est douloureuse, non. Non, mais n'empêche d'aller faire une échographie. Donc, si elle est douloureuse, c'est-à-dire c'est des kystes, comme ça. C'est des kystes ou là, un adénofibrome. Donc, ce n'est pas un cancer dans ce cas-là. Mais il faut faire la radio, les examens. C'est pas inquiétant, mais il faut faire une échographie. La femme jeune, avant l'âge de 30 ans, d'accord? Le sein, il est dense, qu'on appelle le sein kbir. Donc, il n'y a pas lieu de faire une mammographie, il faut faire des échographies. La mammographie, à partir de 40 ans, la femme doit faire une mammographie. Donc, la femme jeune, elle fait des échographies, la femme kbira, des mammographies. D'accord. Monsieur, adénofibrome, c'est quoi? Adénofibrome, c'est une tumeur bénigne du sein. D'accord. C'est le diagnostic différentiel du cancer du sein. Monsieur. Oui. C'est vrai que la présence de l'aluminium et de l'alcool dans les produits cosmétiques peuvent causer du cancer? Oui, elles peuvent causer du cancer, aussi bien cancer du sein que le cancer du sang. Kif kif. L'alcool ou bien l'aluminium ou bien les deux?
L'aluminium, pas de l'alcool. Ah, d'accord. Et l'alcool, il cause pas du cancer? Non, non. Il peut causer des brûlures. Des brûlures? Oui. D'accord, merci. D'accord. Donc, c'est bon, je vous laisse. Monsieur, s'il vous plaît, comment expliquer qu'une femme qui a enfanté n'a pas pu l'allaiter? Est-ce qu'il y a un problème du blanc? Monsieur, je vous entends mal. Il y a plusieurs causes. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des canaux bactériques ou du blanc? J'entends pas du tout. Je vous ai dit, une femme qui a accouché et n'a plus allaité. D'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, soit il y a un problème organique, donc un problème organique, ça provient soit des canaux lactophoriques, ça coupe. Ça coupe. Ça coupe, oui, mais oui, effectivement, ça coupe. Non, même moi, je m'entends pas bien. On vous entend mal. Est-ce que vous entendez ou pas? Maintenant, c'est bien. Je vous ai dit qu'il y a une femme qui n'a pas, soit c'est un problème organique, c'est-à-dire elle a un problème au niveau du canal galactophorique, bien un mamelon invaginé, ou bien c'est psychologique. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, quand on allait, c'est douloureux. Quand le bébé plus, donc il y a un refus psychologique. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Aïe, ça raconte quoi? Merci, monsieur. Monsieur Sahaïd, comme à l'avance. Merci. Merci.